Aujourd'hui, je rencontre Noah. Il vient me parler de son band heavy metal et il m'explique l'importance d'avoir une discipline et du sérieux dans sa musique. Allô Noah? Bonjour. Je suis vraiment contente de te rencontrer parce que tu es une connaissance à ma fille. Puis elle m'a beaucoup parlé de ton groupe de musique. Est-ce que tu peux me parler, là, en commençant, pour mettre les auditeurs là, vraiment dans le bain, c'est quoi ton groupe de musique puis quel genre de musique? Ouais, ben dans le fond, on s'appelle Drowning in Blood. Je porte un de nos chandails en ce moment, juste pour montrer le logo un peu, bien sûr. Oui. On fait du thrash metal, vraiment plus dans le style des années 80, 90, le old school thrash avec un twist un peu moderne. On lui donne un son un peu moderne. Fait que c'est le monde qui aime le early Metallica ou le Megadeth, Exodus. C'est exactement ce genre de son-là qu'on va chercher, puis on le rend un peu plus moderne. Ça fait depuis quasiment 4 ans qu'on est ensemble. On a formé en 2020, puis ouais, ça va super bien à date. On a commencé juste moi puis le guitariste-chanteur, 2 personnes. Depuis, on a engagé un bassiste, maintenant un deuxième guitariste, juste la semaine dernière. Wow! Puis, tu dis ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Puis c'est toi puis ton collègue qui a trouvé le nom? Ouais. Ben, mon ami Christopher, il avait déjà un peu pensé au nom. Il avait essayé de former un band dans le passé, puis il avait pensé à ce nom-là pour le band, mais ça n'avait pas marché. Puis là, on s'est rencontrés, puis il m'a proposé le nom. J'ai bien aimé ça, honnêtement, fait qu'on l'a gardé. Puis est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que ça vient de quelque chose, le nom de ton groupe, ou c'est vraiment les mots que ça venait vous rejoindre, puis c'était ça? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de signification, autre que c'est les mots. Ça sonne métal. Ouais. C'est un nom que tu vas te rappeler quand tu l'entends. C'est pas quelque chose qui va passer une oreille à l'autre puis oublier. Fait qu'on s'est dit, ça c'est un bon nom de band. L'image qu'on avait avec le nom. Le nom. Puis est-ce que c'est vous qui va créer les paroles de vos chansons? Oh oui, absolument. On écrit tout ce qu'on fait. Généralement, je laisse la majorité à Chris parce que c'est le chanteur, bien sûr. Oui. Mais on fait une grosse partie ensemble, moi puis lui, puis les autres, le bassiste puis l'autre guitariste, ils vont mettre des idées ici puis là. Mais ouais, majoritairement, moi puis Chris, un peu plus Chris. Puis est-ce que tu connais Chris depuis, tu sais, de ton enfance, ou tu l'as rencontré il y a 4 ans puis ça a fait un coup de foudre musical? Pas mal ça. On s'est rencontrés, dans le fond, à cause d'un autre groupe que j'étais dedans. OK. Puis on lui avait essayé à la guitare puis tout. Puis il fitait pas trop le même son qu'on cherchait pour le band. Mais moi puis lui, on a cliqué ensemble. On a commencé à écrire une tune sur le côté, juste moi puis lui. Puis on s'est dit, hey, la tune est finie. On va aller enregistrer ça, voir comment que ça sonne. Puis on va voir si le monde y aime ça. C'est comme ça que ça a parti. Puis là, maintenant, vous avez vraiment un groupe. Puis est-ce que je me trompe ou vous aviez déjà un album? EP. Oh, wow! Un EP. OK. C'est moins long qu'un album. Honnêtement, on pense, c'est pas confirmé encore, mais sûrement juste faire des EP à la place des albums complets. C'est juste avec le marché en ce moment, c'est plus facile de faire des EP parce que c'est moins long à produire, c'est moins cher à produire en coût du studio. Oui. C'est plus facile à faire du... le mot m'échappe maintenant, advertising. OK, ouais, ben... c'est plus facile à faire... la promotion. La promotion, c'est ça. C'est plus facile à faire la promotion d'un EP parce que souvent, avec les albums, t'as 8, 10, des fois 12 chansons. Le monde, il s'en rappelle de 3 ou 4 souvent. Ça, c'est surtout vrai. de nos jours. Fait qu'avec un EP, 3-4 tunes, ça reste dans la tête du monde plus. Puis, tu m'apprends vraiment ça. Fait que dans le fond, la différence entre un EP et un album, c'est que c'est environ 4 chansons sur ton album. Un EP, c'est dans le fond, c'est comme un 10, mais de 4 chansons, c'est tout ça? Ouais, ça va pas vraiment avec le nombre de tunes. Dans l'industrie de musique, quand c'est moins de 25 minutes, c'est considéré un EP. Dès que ça dépasse 25 minutes, c'est un album. C'est un album. LP. OK. Ouais. Puis, fait que là, vous avez fait un EP, puis là, vous allez en sortir un deuxième? Absolument. Oh ouais, on s'en va même dans le studio la semaine prochaine enregistrer une nouvelle tune.
Puis on a déjà une de faite. On a le studio booké au mois de mai pour une 3e tune. Et ensuite, après ça, on va commencer à faire une 4e, possiblement même un cover. Puis ça va former l'EP. On sort ça cette année. Puis où est-ce qu'on peut trouver vos chansons, en fait? Sur pas mal tous les gros médias sociaux, streaming, YouTube, Spotify, Apple Music. Je pense on est même sur Deezer, SoundCloud, je le sais. Ouais, ce genre de choses-là, les gros streaming, quasiment partout. Puis est-ce que, parce que vous êtes quand même jeune, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile? Est-ce qu'il te faut absolument un agent pour aller sur les plateformes, enregistrer, trouver l'argent, ou vous avez décidé de le faire pas mal, vous autres, d'aller défricher ça puis d'aller trouver comment faire? On a plus fait ça nous-mêmes. Okay. Honnêtement, avoir un agent ou quelqu'un qui a des contacts, c'est sûr que ça aide, 100%. Mais justement, mon guitariste Chris, son père, il fait des fois du booking pour des shows. Fait qu'il connaît un peu du monde. Ça a aidé, bien sûr. Mais autrement, on s'est présenté au monde. « Hey, on est Drowning in Blood, on veut faire ça. T'es-tu intéressé à faire de quoi avec nous? » C'est un peu comme ça, on s'introduit. Puis, trouver les sous pour enregistrer, parce que tu l'as dit tantôt, ça a des coûts. Absolument. Veux pas, ça a des coûts. Très cher. C'est vraiment cher. C'est-tu en faisant des shows? Comment vous faites? Est-ce que vous avez des commandites? Comment ça fonctionne? C'est tout l'argent qu'on ramasse avec nos shows, avec la vente de merch surtout. On s'entend, oui. C'est là où que les bands ils se font de l'argent. Tout le monde le sait. C'est sûr, au début, moi et Chris, on a payé le studio de nos poches, mais maintenant, ça va très bien avec les shows puis les ventes qu'on fait. On a assez d'argent pour payer toute notre prochaine EP entièrement. Puis c'est ça, on a assez même pour financer le gaz pour certains shows quand on doit aller Québec, Nouveau-Brunswick. On s'en va en Ontario pour la première fois samedi samedi dans 2 semaines. Exact. Wow! Ouais. Fait que vraiment, vous vous promenez, là? Ouais. On commence à sortir de Montréal vraiment cette année-là. Okay. Parce que, je dirais, les 2 premières années qu'on faisait des shows, on essayait de s'établir à Montréal. Vraiment avoir une présence et être connu local. Oui. On a été capable de faire 2 shows au Nouveau-Brunswick, juste avec un contact qu'on a été capable de ramasser. Mais on s'est dit que maintenant, c'est le temps de sortir de Montréal puis vraiment sortir le nom, faire des shows alentour de Montréal, bientôt aux States, on espère. Wow! C'est le fun. C'est beau de voir rêver, puis c'est beau de voir votre fougue. Puis je trouve, entre autres, que vous avez quand même un succès, je vais dire rapide, mais je sais que pour vous, c'est pas rapide parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures derrière ça, mais 4 ans pour vraiment sortir de Montréal, je trouve ça vraiment bien. Vous avez une belle réponse des gens, finalement. Là. Absolument. Même moi, je trouve notre croissance est assez rapide. Juste en comparant avec d'autres bands que je vois ou mes amis qui sont dans d'autres bands aussi. Il y a vraiment beaucoup de faces que je revois à des concerts. Je les reconnais, ils me reconnaissent. Si on se parle, puis « Oh, je vous ai vu ici, puis là, oh, je vois enfin, on a une fanbase, puis ça grossit assez vite. » Wow! On parle d'heavy metal, puis souvent, il y a des gens, puis c'est souvent les gens qui n'en écoutent pas, qui ont certains préjugés, je dirais. Puis j'aimerais ça juste te poser quelques questions pour avoir vraiment ton vécu, ton senti en tant que band de musique, puis pour voir, puis pour en même temps défaire le tabou. Parce que, comme tu sais, mes filles, mon mari, c'est des amateurs d'heavy metal, puis ils m'ont toujours dit que ça prend vraiment une dextérité pour jouer du heavy metal. Ouais. C'est des vrais musiciens. Pour eux, Chantal, c'est pas de l'électronique. Ça prend vraiment des musiciens, ça prend des gens qui sont en forme pour performer sur la scène. Est-ce que, parce que souvent, de l'extérieur, pour nous, c'est des gens qui sont enragés. Puis là, je te vois, t'es super souriant, puis la vie est belle. Comment tu vois ça, les spectateurs qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a beaucoup de batailles? Ou c'est beaucoup de respect? Ben, c'est sûr, il y aurait des batailles pour s'amuser. Le monde aime s'amuser. Oui. Moshing. Oui, comme oui. C'est quelque chose de très populaire qu'on fait au show. Le monde, ils vont se battre au centre, mais ils s'amusent. C'est leur choix entièrement. Il y a du monde qui s'amuse de même. Oh, bon pour eux.
Moi aussi, j'aime ça un peu. c'est quand il y a le son qui fait l'énergie pour, puis le monde sont d'accord pour se battre, c'est bien correct avec. Oui. Mais c'est sûr, à l'extérieur d'un show, il n'y a personne qui fait ça. C'est sûr, il y a toujours du monde un peu malade, mais on les exclut ici. Oui, oui. À l'extérieur des shows, la majorité des métalleux sont toujours très souriants. C'est vraiment juste une forme d'expression. Puis je trouve que la majorité du monde vont utiliser cette expression pour sortir la rage de leur vie quotidienne. Puis là, quand ils sont dans la vie quotidienne, ben, ils sont moins enragés en général. Fait que c'est ça. J'aime vraiment comment tu l'expliques. C'est vraiment comme un moyen d'expression, d'évacuer, pour qu'après ça, ben ils se sentent plus sereins dans la vie de tous les jours. Puis quand tu parles, tu sais, ils trouvent ça drôle comme de se battre, puis tout ça, c'est pas une bataille à coups de poing, c'est vraiment plus de vraiment là de se pousser. On se pousse ensemble. Il y a personne ça. qui va se frapper la face. C'est ça. Fait que c'est du coude à coude. Du coude à coude, fait que c'est quand même dans le respect. Ouais. Est-ce que quelqu'un, mettons, qui est dans le mosh pit, puis qui tombe par terre, puis ça, mon mari me disait toujours ça, il y a comme une éthique qu'on laisse pas personne à terre. Absolument. Même si tu connais pas, t'arrêtes, on le relève, puis... Est-ce que tu dirais que ça, c'est vous avez des éthiques sur le plancher, même si vous vous bousculez puis tout ça? Oui. Il y a plusieurs, je dirais, des lois non écrites. OK. Que tout le monde qui va à des concerts assez souvent, il les connaît. Quand il y a quelqu'un qui tombe à terre, tu le vois du stage, il y a 3, 4, 5 personnes qui vont aller les ramasser. Ils n'ont même pas besoin de se relever, ils sont tirés vers le haut, puis ça recommence à marcher directement. C'est vraiment nice. Tout le monde, genre, ils veulent se frapper, mais ils veulent pas se faire mal, puis ça paraît. Tout le monde s'entend bien, puis tout le monde... C'est comme une famille, finalement. Exact. C'est vraiment une famille qui s'entraide. Mon autre question, c'est est-ce que tu as la même vibe dans les festivals que dans les clubs? Non, vraiment pas. Pas du tout. C'est sûr, dans les clubs, je dirais... Je suis pas quelqu'un qui va dans les clubs très souvent non plus, mais il y a beaucoup de groupes de personnes, on dirait. Moi ça m'a toujours eu l'air comme ça. Oui. Puis dans les shows, c'est toute une famille. Même, c'est pas juste avec le métal. J'ai vu ça avec d'autres concerts que je vois. Souvent, c'est juste quelque chose avec la musique en live. Le monde adore ça, puis on est tous là pour voir la même personne. C'est vraiment une entente familiale, quasiment. Wow! C'est où ton endroit que tu as le plus aimé jusqu'à maintenant? C'est où la place où est-ce que tu fais comme « Wow, ça, c'est la vibe que j'aime », puis que, ben c'est sûr que tu aimes toujours ça parce que c'est ta musique, c'est ton band, puis ça doit être... Il doit avoir une énergie même différente d'être sur la scène puis que c'est toi qui crée ça. Mais ça serait où ton endroit favori? Meilleure place qu'on a joué, qu'on adore jouer, qu'on adorerait toujours jouer, c'est le Traxid. C'est un genre de punk bar, en tout cas. C'est très, très underground. Le stage est vraiment petit. T'arrives quasiment pas à rentrer 5 personnes dessus, honnêtement. Mais la vibe est incroyable là-bas. Le monde, ils vont fumer à l'intérieur comme si c'est les années 80. Tu peux apporter ta propre bière ou acheter de la bière au bar. Oh, wow. Il y a 2 étages à la place. Fait que le monde, ils vont se mettre au 2e étage, puis il y a une genre de cage. Fait que tu peux voir en dessous, regarder le band. Le monde, ils vont embarquer sur stage puis sauter, faire du crowd surfing. Encore comme les années 80. Ouais. C'est vraiment une vibe que t'as pas de nos jours dans aucun bar. Puis c'est depuis quand t'écoutes ça? C'est depuis quand que t'as eu cet amour-là pour le heavy metal? Le metal spécifiquement, je dirais à 16 ans. J'ai toujours vraiment aimé la musique en général. Je joue du saxophone, je jouais dans un jazz band au secondaire, puis j'ai commencé à rentrer dans la musique avec le rock puis le punk. Mais vraiment à 16 ans, j'ai commencé à écouter du Megadeth, Metallica, puis c'était mon coup de cœur. J'ai trippé bien raide. C'est là que tu as dit, OK, ça, c'est vraiment ma voix. Là. Est-ce que tes parents en écoutaient ou c'est vraiment les amis qui t'ont fait découvrir ça? Aucun, honnêtement. Ma mère, elle écoute beaucoup de rock ou hard rock même. Oui. Mais ça, c'est le plus heavy qu'elle va écouter. Genre du 3 Days Grace ou Breaking Benjamin. Ces genres-là, quand même un peu heavy, mais c'est son max. Puis mon père, il a jamais vraiment trippé beaucoup sur
du rock très lourd non plus. J'ai découvert ça plus à travers mon professeur de guitare, parce que je prenais des cours de guitare, puis je voulais vraiment pousser mes connaissances puis devenir mieux. Puis il me disait, à place de jouer du punk, peut-être regarder ces bandes ici. Je les ai écoutées, puis j'ai trippé. C'est là que tu as dit, OK, oui, c'est vraiment ça. Ouais. C'est combien d'heures de pratique par semaine? Ensemble comme un band ou nous personnellement? Toi, personnellement, est-ce que tu joues pour toi ou tu es plus avec toujours à jouer avec le band? On se fait une pratique par semaine, toute le band ensemble, juste pour pratiquer nos tunes puis être sûr de tout sonner bien ensemble puis connaître le setlist. Généralement, ça dure 3, des fois 4 heures ensemble. Mais vraiment, moi, pratiquer à la maison, j'essaie de rentrer 1 heure par jour minimum. Puis ça peut s'étirer à 2, quasiment 3 heures des fois. C'est vraiment beaucoup de pratique parce qu'il faut surtout pratiquer l'endurance. C'est ça que le monde réalise pas souvent parce que quand tu es sur le stage puis tu dois jouer pendant 1 heure de temps, il faut pas que tu te fatigues pendant 1 heure de temps parce que là, tu vas draguer, la chanson va pas sonner pareil, tu vas changer de tempo puis ça va tout fucker. Mais ça, j'aime ça que tu parles de l'endurance parce que c'est vraiment ça qu'ils disent, c'est que les gens qui jouent du heavy metal, c'est des gens qui doivent se tenir en forme. Absolument, oui. La majorité des musiciens que je vois, ils s'entraînent au gym tout le temps. Même moi, j'ai besoin de m'entraîner juste pour avoir un bon core pour pouvoir jouer du drum. Surtout quand tu joues du drum dans un band de métal avec les 2 bass drums que tu dois utiliser. Quand tu lèves tes pieds, t'es tout supporté par ton corps. Fait que c'est ça l'importance. Puis surtout les épaules aussi. Il y a beaucoup de mouvements là. Oui. Avec les guitaristes. Ça va vite. Exact. C'est souvent du 150 à 200 BPM dans le métal, donc c'est très vite. C'est très Faut vite. Que ça roule. Puis là, tu me dis saxophone, guitare, drum. Tu joues tous ces instruments-là? Ouais. Comme j'ai dit, je suis très musical. J'ai toujours trippé sur ça. J'avais un saxophone à la maison parce que mon père y en jouait quand il était au secondaire. Fait que là, quand moi je suis rentré au secondaire puis j'avais l'option de jouer le saxophone, c'était un peu un no-brainer. J'ai dit, je vais aller jouer ça. J'en ai un chez moi pour pratiquer. Puis j'ai fini par adorer ça anyway. Fait que ça a bien tombé. Ensuite, j'ai commencé à apprendre la guitare parce que j'aimais le punk puis tout. Le jazz, j'adore ça, c'est bien cool, mais c'était pas mon genre préféré. OK. Fait que j'ai commencé à apprendre la guitare, puis c'est ça, un peu. Rendu à 17 ans, j'ai commencé à apprendre un peu de drum, juste pour le fun. Je pensais jamais que ça allait aller nulle part, vraiment. J'ai toujours pensé être guitariste dans un band. Puis au fur et à mesure de pratiquer pour le fun, je me suis réalisé que je suis vraiment bon. Je commence à accélérer à une vitesse pareil vite pour quelqu'un de mon niveau. Puis il y a beaucoup de guitaristes dans notre monde. Quasiment trop, honnêtement. Les drummers sont extrêmement recherchés. Puis ça ouvre beaucoup de portes dans l'industrie musicale en tant que drummer aussi. Fait que j'ai vu ce bénéfice-là. J'ai commencé à jouer dans un autre band comme drummer, puis depuis, je me suis établi un drummer. Parce que tu dirais que c'est quelque chose, dans le fond, que quand les gens partent un band, c'est souvent le drummer qui va manquer versus un guitariste? Oui. Les guitaristes, il y en a énormément partout dans le monde parce que je pense que c'est un peu à cause de l'accessibilité de la guitare comparée au drum. Tu peux trouver une guitare pas chère à 100 $ avec un ampli 50 $. Tu te mets des écouteurs puis tu peux pratiquer. Un drum, ça va te coûter, même les pas chers qui valent vraiment de la merde, un bon 300 $ au moins, puis c'est fort. Tu peux pas mettre ça dans un appartement. Il y a pas toutes les maisons qui vont accepter ça avec la famille. C'est plus dur d'en trouver un. C'est encore plus dur de trouver un qui est bon. Oui, puis après ça, de trouver l'environnement qui tolère. Exact. Toi, fait que dans le fond, là, tu pratiques beaucoup. Oui, il faut. Fait que est-ce que ton band, il vient chez toi parce que c'est toi qui as le drum, puis aussi, déménager ça, là, c'est compliqué. Tu peux pas... Ouais, honnêtement, faire un tear-down complet, ranger ça dans mon auto, ça prend un bon 40-50 minutes. Tout remettre ça, c'est quasiment 1 heure, honnêtement. Le placer, c'est dur. Des fois, ils vont venir chez moi parce que j'ai comme un petit studio dans mon sous-sol, honnêtement. Vu que j'ai le drum là, ça prend de la place. Je me suis mis mes amplis de guitare là aussi. Puis il y a un peu de padding pour du soundproof.
Mais généralement, on va aller à notre studio qu'on loue. On allait à un studio à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on vient de changer pour un studio à Marsonic avec une plus grosse salle générale. On partage la salle avec 2 autres bands qu'on est amis avec les membres aussi. Fait que ça tombait bien là. On garde un drum là-bas. J'ai mon drum chez moi qui bouge pas. Fait que j'ai pas besoin de transporter ça pour les jams. Souvent pour les shows, oui. Ça, t'es obligé. Mais non, c'est ça. Normalement, on va aller à la salle. On a la majorité de notre équipement là, c'est prêt pour jouer. Puis la salle est plus accommodée acoustiquement pour le volume puis le son qu'on va jouer. Puis, est-ce que tu as déjà eu des plaintes ou des fois te faire dire ça fait trop de bruit ou les voisins? Ou est-ce que tu as déjà eu des problèmes parce que ça faisait trop de bruit? Ou... Pas des problèmes. C'est sûr, mes voisins ils font des petites remarques ici puis là. Ah, c'est le gars qui fait toujours du bruit à minuit. Mais non, généralement, mon drum s'est coupé à 10 h le soir. Je vais pas en jouer avant 10 h le matin. Puis ma famille... Honnêtement, ils respectent les heures que j'ai choisies, puis j'ai communiqué avec eux aussi, fait qu'on a tout un arrangement. Est-ce que tes parents, ils viennent te voir en show? Oh ouais! c'est pas des métalleux, mais tu sais, ils sont là pour me supporter, puis ils aiment pareil le show. Un show, si tu me demandes à moi, c'est toujours intéressant à voir, même si t'es pas très intéressé au son musicalement. Mais oui, ils me supportent très bien. Pour voir la vibe aussi, puis voir les gens qui aiment ta musique, ça doit être un drôle de sentiment quand tu te dis hey, c'est mon fils. Ouais, honnêtement, je peux pas l'imaginer pour elle. Puis mon père, ça doit vraiment être quelque chose d'intéressant pour eux. Je pense pas qu'ils pensaient que j'allais faire ça plus tard, honnêtement. Je leur ai toujours dit que je voulais jouer sur scène puis être musicien plus tard, mais... Je pense qu'ils ont toujours eu ce doute que ça arrivera pas, trouve-toi un job normal. Est-ce que tu peux vivre de ça à temps plein? Est-ce que tu crois pouvoir vivre de ça à temps plein ou est-ce que tu as envie présentement à temps plein? Je dirais ça se pourrait, c'est sûr. On n'est pas à ce niveau-là, puis je pense pas qu'on va l'atteindre bientôt en tout cas. S'il y a toujours énormément de dépenses qui viennent avec le band, puis pouvoir splitter tous les profits entre les 4 membres pour qu'on soit capable de vivre sur ça en plus des dépenses, ça prend énormément d'argent. C'est pas quelque chose que je pense que tu pourrais faire sans vraiment faire des grosses tournées quasiment mondiales puis avoir un autre support autre que vraiment juste le show que tu fais puis la merch que tu vends. Puis est-ce que tu trouves ça dur d'avoir une job à côté plus les shows parce que là, ça demande une logistique, ça demande du temps, ça demande... ça doit être difficile de... Ouais, c'est question de gérer le temps. C'est sûr, c'est très... ça demande beaucoup d'énergie quand tu fais temps plein, un 40 heures par semaine, puis là, samedi, tu dois passer toute la journée à organiser ton show, jouer le show, tu te rends chez toi à 2-3 heures du matin. Là, t'as juste ton dimanche pour te reposer, genre de choses. Ouais. Ça prend beaucoup d'énergie, mais je trouve que c'est aussi question de trouver quel job qui a les heures qui va t'accommoder aussi. Tu peux pas avoir n'importe quel job si t'es dans un band puis tu veux être sérieux aussi, parce que ça demande beaucoup d'attention aussi. C'est une deuxième job. Ouais, puis j'aime ça, tu dis sérieux. C'est quelque chose que... Fait que dans le fond, il faut que vous soyez autonome. Oui. Est-ce que c'est dur de trouver, tu sais, vous étiez 2, est-ce que c'était difficile d'inclure quelqu'un d'autre dans le band? Oui puis non, je dirais. On était chanceux parce que le bassiste qu'on a, Mathieu, c'était une connaissance à Christopher, c'est l'ami de son père aussi. Fait que Chris, il le connaissait, il savait qu'il était bon à la basse. Ils m'ont introduit, on a joué un peu ensemble, puis on a cliqué, on l'aime bien, on l'a gardé. Puis le guitariste qu'on a engagé, Justin, lui, il connaissait Chris aussi. Comme j'ai dit, Chris, il y avait des connaissances. Ils ont un band ensemble, il s'appelle Grimhold, tout nouveau. Ils viennent tout juste de commencer, aussi du métal. Mais on pensait avoir un deuxième guitariste pour les shows. Justement parce que ça aide un peu avec le son général du show, ça donne plus de punch, ça sonne plus gros, puis on peut faire des choses comme des harmonies. Fait que
Ouais, Chris, il le connaissait déjà. Il est venu faire une pratique avec nous. Ça a bien cliqué. Honnêtement, en termes de la personnalité, on s'entend bien. Musicalement, c'est là. C'est parfait. Mais c'est vraiment ça. Il faut que ça connecte en termes de personnalité et musicalement. Oui, c'est ça. Puis aussi, c'est comme, tu sais, vous gérez une compagnie, là. Oui, absolument. C'est un band qui est sérieux, qui veut faire de l'argent et du profit pour les bands. C'est une business, c'est une entreprise, absolument. Puis, pour les chandails, tout ça, tu sais, tu as des chandails. Est-ce que vous avez d'autres choses? Vous les vendez dans les shows? Vous les vendez sur votre site? Est-ce que vous avez un site web? Ça fonctionne comment? Oui, on vient de sortir un site web, ça fait quelques mois déjà, drowninginblood.com. Tu peux aller voir toutes nos chansons là-dessus. On a nos vidéos qu'on a faites, les musiques vidéo pour certaines tunes. On aurait toute notre merch là-dessus, des liens à nos médias sociaux et tout. Pour le monde qui habite aux États-Unis, bon, il n'y en a sûrement pas beaucoup qui regardent ça, mais notre stock est sur Amazon. Vous pouvez commander ça. Malheureusement, ils ne livrent pas au Canada pour l'instant, mais on essaie d'arranger ça. Puis on a plusieurs t-shirts de différents modèles. On a 3 différents modèles en ce moment. On a un long sleeve et on vient de sortir des tucs avec notre logo dessus. On a des casquettes aussi, puis des beer coolies pour mettre sur la bière. Yes! On essaie de sortir tout plein de choses. Puis, est-ce que tu dirais que ces articles promotionnels-là, c'est ce qui vous rapporte le plus pour investir dans votre... Oui, absolument. C'est sûr, les shows, ça paye assez bien quand ça se remplit. Mais c'est ça l'affaire. Il faut que ça se remplisse. Puis, même avec des bands connus, ça se remplit pas toujours. Oui, voilà. Ensuite, l'argent est divisé par les 3-4 autres bandes de la soirée pour ensuite diviser par tous les membres. Si on est chanceux, on se ramasse avec un 100 $ chaque personne. Wow. C'est pas ça qui va payer quoi que ce soit, honnêtement. Non. C'est vraiment avec le merch qu'on vend, le monde qui nous supporte avec ça. C'est ça qui fait rentrer l'argent pour le band pour pouvoir se payer du studio. Normalement, on va même pas se sortir des dividendes pour nous. On garde tout ça pour pouvoir payer une prochaine batch de merch ou des tournées des studios. Fait que c'est important, en le fond. Absolument. Ce que j'entends, c'est que quand tu vas voir un show, que t'aimes ton band, ça vaut à peine d'acheter un T-shirt puis de les encourager parce que c'est vraiment ça qui leur permet d'en refaire un autre puis de ressortir des musiques. Oui. On se fait plus d'argent avec l'achat d'un CD à 10 $ que la vente de billets à 20 $ à la porte. 100%. Wow. Ben ça, c'est quelque chose que nous, comme consommateurs, on sait pas. Que c'est, puis tu dis Amazon ne livre pas au Canada. Là, tu viens de susciter un questionnement, là. Parce que Amazon, ils ont leur propre usine pour fabriquer des t-shirts ou juste des chandails que tu peux leur envoyer ton logo, puis ils vont faire une commande. Quand le monde commande ça sur Amazon, ils vont le produire sur mesure, puis ensuite l'envoyer. Mais pour l'instant, Amazon, ils ont juste ça aux États-Unis. Fait que, on a décidé, on allait le faire pareil. C'est pas une mauvaise idée. Ça nous permet de sortir un peu. Oui. Peut-être quelqu'un va le voir, aimer le chandail puis l'acheter. Tant mieux pour nous. Mais pour l'instant, on attend que ça vienne au Canada. Que ça vienne au Canada. En terminant, qu'est-ce que je peux te souhaiter, Noah? Juste bonne chance. Honnêtement, à ce point-là, la musique, c'est beaucoup de chance, bien sûr. On s'entend tous. Faut être travaillant, mais ça vient avec la chance. Mais je te souhaite bonne chance, puis sûrement que tu m'as convaincu d'y aller avec mon mari puis mes filles. Ah, nice. Je vais regarder pour vos visages. Tu peux toujours trouver nos shows sur les gros médias sociaux. On poste souvent sur Instagram, Facebook. C'est pas mal ça fait. Instagram, Facebook, c'est là où on poste la majorité de nos shows. Génial, fait que la prochaine fois dans un show. Parfait, ça. Merci beaucoup. Je suis content d'être venu. Merci, Noah.